Top 1. Le diamant Hope. Le diamant Hope. En 1911, Evelyn Walsh McLean, l'excentrique héritière d'un empire de presse à Washington, D.C., porta le diamant bleu Hope de 45,52 carats lors d'une réception somptueuse, quelques semaines seulement après son acquisition. Elle apparut étincelante de diamants, sans se douter que dans la décennie qui suivrait, son fils serait fauché par une voiture, sa fille se donnerait la mort et son mari perdrait la raison. La pierre, taillée à partir d'un joyau légendaire dérobé dans un temple hindou, avait entamé son ultime voyage, et celui-ci devenait de plus en plus sombre. Les origines du diamant Hope remontent à la mine de Kollur en Inde, où le diamant brut original de 112 carats aurait été dérobé à une idole sacrée. Le marchand de pierres précieuses français Jean-Baptiste Tavernier l'apporta en Europe au XVIIe siècle, et la malédiction aurait commencé peu après. La mort mystérieuse de Tavernier, dont la rumeur disait qu'il avait été déchiqueté par des loups, alimenta les premiers bruits de malheur. Le diamant parvint finalement à Louis XIV, qui le fit tailler pour devenir le bleu de France. Tant Louis XIV que Louis XVI connurent une fin ignominieuse, tout comme Marie-Antoinette, une autre porteuse du joyau maudit. Après la Révolution française, le diamant disparut pour ne réapparaître qu'au XIXe siècle, à Londres. À cette époque, la pierre avait déjà été retaillée sous sa forme actuelle et avait reçu un nouveau nom, le diamant Hope, du nom de son propriétaire Henry Philip Hope. Mais ce changement de nom ne suffit pas à conjurer la malédiction. Les propriétaires successifs subirent des suicides, des internements en asile, des banqueroutes et des morts violentes. Un sultan turc aurait offert la pierre à une concubine qui fut assassinée plus tard. Un banquier qui l'acquit perdit tout en l'espace de quelques mois. La Smithsonian Institution reçut le diamant en 1958 en cadeau du joaillier Harry Winston, qui l'envoya par la poste dans un simple paquet brun. Malgré le cadre pragmatique d'un musée national, les rumeurs de malédiction persistèrent. Le personnel attribue par plaisanterie de légers incidents au diamant, tandis que d'autres restent mal à l'aise face à son héritage. Même Winston lui-même, qui affirmait ne pas croire aux malédictions, aurait refusé d'apporter personnellement la pierre au musée. Officiellement, le Smithsonian nie toute croyance en la malédiction. Le diamant est présenté comme une merveille géologique et un artefact culturel. Pourtant, son passé se lit moins comme un rapport minéralogique que comme une liste de catastrophes. Les photographies d'anciens propriétaires, dont beaucoup ont connu une fin tragique, sont conservées dans les archives du musée, mais sont rarement exposées ensemble. Si la malédiction est réelle, elle a survécu à des empires, traversé des océans et défié toute logique. Elle est passée des rois aux simples citoyens, laissant derrière elle une traînée de destruction. Et maintenant, il repose là, sous verre, visité par des millions de personnes. La question qui reste sans réponse n'est pas de savoir si le diamant est dangereux, mais pourquoi ceux qui le possèdent sont toujours aussi certains d'être l'exception. Top 2. La boîte à 10 bucks. La boîte à 10 bucks. En 2001, un petit meuble à vin en bois apparut lors d'une vente de succession à Portland, dans l'Oregon. Il semblait ordinaire, haut d'environ 25 cm, avec une paire de poignées en laiton et des inscriptions hébraïques gravées sur sa surface. La vendeuse, une survivante de l'Holocauste, avertit de ne jamais ouvrir la boîte. Elle affirmait qu'elle contenait un dibuk, un esprit agité du folklore juif qui, dit-on, habite les objets et tourmente les vivants. L'avertissement fut ignoré. En l'espace de quelques semaines, le premier propriétaire commença à présenter des symptômes qu'aucun médecin ne pouvait expliquer. L'acheteur, un écrivain nommé Kevin Manis, acquit la boîte avec d'autres articles ménagers. Après l'avoir rapporté chez lui, il raconta que le meuble dégageait une odeur persistante d'urine de chat malgré des nettoyages répétés. Les appareils électriques de sa maison commencèrent à dysfonctionner.
Les lumières vacillaient. Les portes s'ouvraient d'elles-mêmes. Le plus troublant fut que Mannis commença à souffrir de cauchemars saisissants, dans lesquels une vieille femme l'attaquait en chuchotant dans une langue qu'il ne comprenait pas. Ces rêves furent plus tard décrits de manière quasi identique par plusieurs propriétaires successifs. Mannis finit par ouvrir la boîte. À l'intérieur se trouvaient des objets du quotidien, dont un bouton de rose séché, une mèche de cheveux, une statuette en granit et une coupe à vin dorée. Rien ne semblait dangereux. Pourtant, peu après l'ouverture, Mannis subit une crise semblable à un accident vasculaire cérébral qui affecta temporairement sa vision et sa parole. Sa mère, qui avait brièvement touché la boîte, subit une urgence médicale grave le jour même. Mannis décida de vendre la boîte en ligne et ajouta un avertissement détaillé sur ses effets. La boîte à D-Book passa entre les mains de plusieurs propriétaires via eBay. Un acheteur signala une perte de cheveux soudaine et des crises d'angoisse. Un autre affirma que sa maison s'était remplie d'essaims de mouches qui disparurent dès que la boîte fut retirée. Un troisième propriétaire, étudiant en médecine, décrivit comment il était tourmenté par le même cauchemar récurrent où une femme âgée appuyait sur sa poitrine pendant son sommeil. Chaque propriétaire tenta de se débarrasser de la boîte, mais rencontra des difficultés pour s'en défaire. L'un d'eux affirma qu'elle était réapparue devant sa porte après qu'il l'eût jetée. L'histoire attira davantage l'attention lorsque des enquêteurs du paranormal furent impliqués. La boîte fut présentée dans plusieurs documentaires et finalement acquise par un collectionneur d'objets maudits. Pendant le transport, des témoins affirmèrent que le conteneur de stockage s'était fissuré sans explication. Plusieurs personnes impliquées dans la manipulation de la boîte signalèrent plus tard des dépressions, des insomnies et des douleurs physiques inexpliquées. Dans un cas, un homme qui tentait d'examiner la boîte fut pris de tremblements violents et hospitalisé en quelques jours. L'implication des forces de l'ordre fut un point de discorde. Bien qu'il n'existe aucun registre public d'une enquête formelle du FBI sur la boîte elle-même, des rapports sur des perturbations inexpliquées et des événements médicaux auraient été inclus dans des dossiers plus vastes sur les phénomènes civils anormaux. Ces allégations restent partiellement confidentielles, ce qui accroît l'ambiguïté autour de l'objet. Les sceptiques soutiennent que la boîte à D-Book est une invention moderne, un cas de suggestion collective amplifiée par Internet. Ils soulignent l'absence de preuves physiques et le pouvoir psychologique de la croyance. Pourtant, la persistance des expériences signalées par des propriétaires, n'ayant aucun contact entre eux, reste difficile à ignorer. Les cauchemars, les odeurs, les maladies soudaines, tout cela a suivi la boîte dans son périple à travers les États et les continents. Finalement, la boîte fut scellée dans un récipient tapissé de textes religieux et mise en entrepôt. Aucune institution publique n'a accepté de l'exposer. Même ceux qui doutent de son origine surnaturelle refusent souvent de la manipuler directement. La boîte à D-Book ne circule plus, mais sa réputation demeure. Si la boîte n'est rien de plus que du bois et du métal, elle ne devrait représenter aucune menace. Pourtant, son histoire suggère que quelque chose d'immatériel voyage avec elle et influence ceux qui s'en approchent de trop près. Que cette force soit une croyance culturelle, une contagion psychologique ou quelque chose de bien plus ancien, le schéma reste inchangé. Top 3. Le saphir violet de Delhi. Le saphir violet de Delhi. En 1857, pendant les violentes émeutes de l'insurrection indienne, un officier de cavalerie britannique, nommé colonel W. Ferris, déroba une pierre précieuse violette dans un temple dédié au dieu hindou Indra. La pierre fut emportée comme trophée de guerre et transportée en Angleterre. À partir de ce moment, le ton de chaque archive liée au joyau commence à changer, s'éloignant de la notion de propriété pour devenir un avertissement. Ce que Ferris rapporta chez lui fut plus tard connu sous le nom de saphir violet de Delhi.
bien que les minéralogistes finiraient par l'identifier comme une améthyste et non un véritable saphir. Cette distinction ne changea rien à ce qui suivit. La pierre était sertie dans une monture en argent, gravée de symboles astronomiques et d'une écriture non identifiée rappelant d'anciennes notations astrologiques. 2 scarabées étaient sculptés dans la monture, une caractéristique inhabituelle et non typique des bijoux indiens de l'époque. Selon les descriptions ultérieures conservées au Natural History Museum de Londres, la pierre elle-même ne présentait aucune propriété chimique ou physique anormale. Elle n'émettait aucune radiation. Elle n'était pas toxique. Et pourtant, son histoire se lit comme une chronique d'effondrement. Peu après son retour en Angleterre, le colonel Ferris connut la ruine financière et un déclin rapide de sa santé. Après sa mort, le joyau passa à son fils aîné, qui le traita comme un trésor familial. En peu de temps, le fils perdit son entreprise, tomba chroniquement malade et passa le reste de sa vie dans la pauvreté. En 1890, la pierre changea à nouveau de main, cette fois par une rencontre fortuite avec Edward Heron Allen, un éminent scientifique, linguiste et collectionneur britannique, connu pour son rationalisme et son scepticisme. Heron Allen commença par écarter la réputation de la pierre, mais peu après l'avoir acceptée, une série d'événements commença à l'inquiéter. Les membres de sa maisonnée souffrirent d'angoisses inexpliquées et de troubles du sommeil. Il tenta par 2 fois d'offrir la pierre. Un destinataire la lui rendit, après avoir subi des accidents répétés et des problèmes financiers. La seconde, une chanteuse professionnelle d'une certaine importance, perdit brusquement sa voix et fut contrainte d'abandonner sa carrière. Tous 2 refusèrent de garder la pierre. Dans une tentative de s'en débarrasser définitivement, Heron Allen jeta le joyau dans le Regent's Canal à Londres. 3 mois plus tard, une drague le remonta lors de travaux de routine. La pierre fut vendue par un ouvrier du canal et finit par être tracée jusqu'à Heron Allen lui-même. À ce stade, son ton changea radicalement. Dans des lettres et des notes, il commença à décrire la pierre comme maudite et dangereuse. En 1904, Heron Allen était convaincu que la pierre influençait sa fille nouveau-née. L'enfant souffrait d'une respiration irrégulière, de pleurs constants et d'un sommeil perturbé. Craignant pour sa vie, il scella la pierre dans un conteneur protecteur et la déposa dans un coffre de banque. Il ordonna à sa famille qu'elle ne soit ouverte ou retirée que 33 ans après sa mort. À côté, il laissa un avertissement écrit expliquant que la pierre était tachée de sang et que quiconque la manipulerait devrait la jeter à la mer. Heron Allen mourut en 1943. Conformément à ses instructions, sa fille fit don du conteneur scellé au Natural History Museum de Londres 33 ans plus tard, là où son père avait autrefois travaillé. La lettre d'avertissement accompagnait la pierre. Le musée catalogua le joyau et reconnut son histoire inhabituelle. Il fut exposé avec une étiquette citant les paroles d'avertissement de Heron Allen, une rare concession faite à une légende au sein d'une collection scientifique. L'histoire ne s'arrêta pas là. Au début des années 2000, un ancien conservateur de bibliothèque nommé John Whittaker présenta l'histoire de la pierre lors d'un symposium dédié à Heron Allen. Après chaque session de la conférence liée au joyau, Whittaker vécut une série d'urgences médicales et de quasi-catastrophes, dont des tempêtes violentes, des opérations chirurgicales d'urgence et des hospitalisations répétées. Le schéma inquiéta même ceux qui considéraient la malédiction comme purement psychologique. Aujourd'hui, le saphir violet de Delhi reste sous la garde du musée. Scientifiquement parlant, il est ordinaire. Historiquement, il est tout sauf cela. Son héritage n'est pas défini par sa composition, mais par ce qui semble se produire dès que l'on s'en souvient. Top 4. Le tableau du garçon qui pleure. Le tableau du garçon qui pleure. En 1985, une série d'incendies domestiques ravagea le nord de l'Angleterre, laissant chaque fois derrière elle le même survivant improbable.
une peinture produite en série d'un petit garçon en pleurs. Les pompiers commencèrent à en chuchoter. La toile restait toujours intacte sur les murs carbonisés, indemne, tandis que tout autour tombait en cendres. Des dizaines de maisons, des villes différentes, des familles différentes. Un tableau, non brûlé, observant. Le tableau, connu sous le nom de The Crying Boy, fut initialement créé dans les années 1950 par l'artiste italien Bruno Amadio sous le pseudonyme de Giovanni Bragolin. Il représentait un enfant triste, aux yeux brillants, fixant directement le spectateur. Bien que conçu comme une décoration kitsch, le portrait devint étrangement populaire dans les foyers ouvriers britanniques des années 1970 et 1980. Les détaillants en vendirent des milliers d'exemplaires. Mais personne ne prévit ce qui allait suivre. Les brigades de pompiers locales remarquèrent un schéma perturbant. Les maisons détruites par le feu avaient un objet singulier en commun. Le tableau du garçon qui pleure restait souvent parfaitement intact. Ce n'était pas seulement sa survie qui les inquiétait, mais sa parfaite préservation. Aucune trace de brûlure, aucune suie, aucun cadre fondu. Dans plusieurs cas, le tableau fut retrouvé face contre terre, dans les décombres, toujours entier. Le tabloïd britannique The Sun rendit l'histoire publique en septembre 1985 sous le titre Blazing Curse of the Crying Boy, la malédiction flamboyante du garçon qui pleure, recensant plus de 50 incendies domestiques à travers le pays prétendument liés à l'œuvre. Les pompiers commencèrent à l'appeler le tableau maudit, et certains refusèrent d'entrer dans les maisons où il était accroché. Un pompier cité anonymement affirma « J'ai vu ce tableau survivre à 5 incendies. 5. Rien d'autre n'en est sorti. » Son témoignage ne fut jamais officiellement confirmé, mais il suffit à alimenter l'hystérie. La Royal Berkshire Fire Brigade enquêta sur le phénomène. Bien qu'ils ne trouvassent aucune explication surnaturelle définitive, ils suggérèrent que les impressions avaient été réalisées sur des matériaux ignifuges, peut-être recouverts d'un vernis les rendant plus résistants. Pourtant, cela n'expliquait pas pourquoi ce tableau spécifique échappait systématiquement à la destruction alors qu'il était suspendu au milieu de meubles hautement inflammables. Les récits devinrent plus personnels. Des propriétaires ayant acheté l'image décrivirent de soudaines séries de malchances, perte d'emploi, maladie, décès dans la famille. Une femme affirma que le tableau était tombé du mur la nuit même où son mari était mort d'un AVC. Une autre rendit l'image au magasin après que son chat fût mort sans avertissement. Avec le temps, les associations caritatives locales refusèrent d'accepter les exemplaires donnés et les magasins d'occasion commencèrent à les jeter. La peur du public atteignit un tel sommet que The Sun organisa un autodafé massif. Ils invitèrent les lecteurs à apporter leur tableau du Crying Boy à un feu de joie public pour mettre fin à la malédiction. Des centaines furent détruits. Néanmoins, le mythe survécut et, aujourd'hui encore, des exemplaires réapparaissent dans des maisons abandonnées, des greniers ou des brocantes, toujours dans un état impeccable. Les historiens de l'art rejettent tout l'épisode comme une hystérie collective alimentée par le sensationnalisme des tabloïds. Pourtant, la persistance des rapports, le nombre d'incendies et la survie récurrente d'une image spécifique restent difficiles à expliquer. Aucune autre œuvre d'art de cette époque ne présente un tel bilan. Et aucun autre tableau n'a vu une telle traînée de destruction lui être attribuée. Si les yeux du garçon ont été peints pour susciter la pitié, ils ont fait bien plus que cela. Ils ont regardé des maisons brûlées, des vies s'effondrer et des gens sombrer dans la peur. Et à travers tout cela, le garçon n'a jamais scié. Top 5. Le fragment de roche d'Uluru. Le fragment de roche d'Uluru. Au cœur du territoire du nord australien se dresse Uluru, un immense monolithe de grès sacré pour le peuple Anangu.
S'élevant à 348 mètres au-dessus du sol du désert, il est censé abriter des esprits ancestraux et posséder une profonde puissance spirituelle. Pendant des siècles, les gardiens indigènes ont averti de ne pas perturber Uluru, sous peine de s'attirer le malheur. Mais peu de gens ont écouté, jusqu'à ce que les pierres commencent à revenir. À partir des années 1980, et de façon plus intense au début des années 2000, l'administration du parc national d'Uluru-Kata Tjuta commença à recevoir des colis inhabituels. À l'intérieur se trouvaient de petits morceaux de roche, parfois enveloppés dans du tissu, d'autres fois envoyés sans aucune protection. Ce qui était remarquable dans ces envois, c'étaient les lettres qui les accompagnaient. Des dizaines, puis des centaines de touristes du monde entier écrivaient des confessions. Ils avaient emporté un morceau d'Uluru comme souvenir. Et depuis, leur vie s'était effondrée. Les lettres se lisent comme les chapitres d'un cauchemar collectif. Un couple décrivit une série d'accidents de voiture et un effondrement financier dans les semaines suivant leur retour d'Australie. Un autre homme, venant d'Allemagne, déclara avoir perdu son emploi, sa femme et presque la vie dans un accident de ski. Le tout dans les 6 mois après avoir emporté un caillou. Une famille des États-Unis affirma que leur maison avait pris feu quelques jours seulement après avoir rapporté la pierre. Beaucoup suppliaient pour obtenir le pardon et demandaient que les pierres se soient remises à leur place légitime. Les rangers du parc commencèrent à cataloguer les pierres et à les conserver dans une zone fermée du centre des visiteurs, officieusement appelée le tas des excuses. Chaque pierre retournée était marquée avec le nom de l'expéditeur, la date et le lieu d'origine du colis. Au fil des ans, la pile a grandi. En 2010, elle contenait plus de 1000 fragments, allant de minuscules éclats à des morceaux de la taille d'une main. Les lettres jointes étaient souvent écrites dans le désespoir, empreintes de culpabilité, de remords et d'histoires de difficultés inexpliquées. Alors que certains considéraient le phénomène comme une superstition ou une coïncidence, la persistance des mésaventures signalées attira l'attention. Même les employés de la poste commencèrent à parler d'une aura étrange, entourant les colis retournés. Certains étaient endommagés, d'autres sentaient le soufre ou la décomposition, bien qu'ils ne contiennent que de la roche sèche. Dans un cas, une lettre d'Espagne arriva avec une pierre et une excuse griffonnée avec 3 encres différentes, comme si elle avait été écrite en plusieurs tentatives. Le peuple anangu n'a jamais demandé que les pierres soient retournées. Leur position est restée constante. La terre ne doit pas être perturbée. Pour eux, il ne s'agissait pas de vengeance ou de punition, mais d'équilibre spirituel. Le retrait d'une partie d'Uluru, même d'un caillou, perturbait le Jukurpa, la loi sacrée qui lie les personnes, la terre et les ancêtres. De leur point de vue, la malchance n'était pas une malédiction, mais une conséquence. Malgré le nombre croissant de pierres rendues, le gouvernement australien n'a lancé aucune enquête officielle. Aucune étude scientifique n'a été menée. Pourtant, le phénomène est devenu si connu que les tour-opérateurs ont commencé à émettre des avertissements aux visiteurs. La signalisation du parc a été mise à jour pour déconseiller le ramassage de pierres. En 2019, l'ascension d'Uluru a été définitivement interdite, par respect pour sa signification culturelle et les rapports persistants de perturbations spirituelles. Aujourd'hui, les pierres continuent d'arriver. Certaines sont rendues par des membres de la famille de la 2e génération qui en avaient hérité, sans connaître leur origine, jusqu'à ce que le malheur frappe. D'autres arrivent anonymement, envoyés de pays aussi lointains que le Japon, le Brésil et la Norvège. Les pierres ne sont plus simplement des artefacts géologiques. Elles sont les symboles d'un pacte rompu, transportés par-delà les océans, puis renvoyés par des mains tremblantes. Si un fragment de pierre du désert peut porter des souvenirs, alors Uluru a essayé d'oublier. Mais la Terre se souvient, et elle ne lâche pas prise si facilement. Top 6. Le masque de guerrier maori.
Le masque de guerrier maori. Dans les archives du British Museum se trouve un masque de bois cérémoniel, porté autrefois par les guerriers maoris à l'époque précoloniale de la Nouvelle-Zélande. Sculpté dans du bois local et orné de poils de chien ainsi que d'ocre rouge, le masque faisait initialement partie d'un rituel funéraire destiné à protéger tant les vivants que les morts. Mais lorsque des explorateurs britanniques s'en emparèrent au XIXe siècle pour l'expédier à Londres, quelque chose d'autre a pu l'accompagner. Plus d'un siècle plus tard, le personnel du musée remarqua un schéma. Ceux qui manipulaient le masque tombèrent souvent malades. Et 2 conservateurs chargés de son catalogage moururent au cours de la même année civile. Le masque, simplement répertorié sous la référence d'artefact 1932.C7-15-7 dans les registres du musée, était considéré par les anciens maoris comme culturellement tapu, sacré et restreint. Selon la tradition, il n'aurait jamais dû être exposé, et encore moins touché sans préparation rituelle. Pourtant, en 2007, dans le cadre d'une reclassification de routine des collections indigènes, le masque fut sorti de l'entrepôt et examiné pour une exposition publique. En l'espace de quelques mois, les 2 conservateurs principaux du projet étaient décédés. L'un d'un AVC inattendu, l'autre dans un accident de vélo en plein jour. Le lien fut d'abord écarté, mais la coïncidence temporelle était difficile à ignorer. Les employés du musée commencèrent à se raconter des histoires à voix basse. Ceux qui entraient dans la salle de stockage signalaient des maux de tête, des vertiges et la sensation d'être observés. Une technicienne décrivit une odeur de bois brûlé, alors qu'aucun feu ne s'était déclaré. Une autre rapporta des pigments rouges sur ses gants, bien qu'elle n'ait jamais touché le masque directement. Les plaintes s'accumulèrent jusqu'à ce que la direction ordonne le retour de l'artefact dans une caisse scellée, soustraite à la vue du public. Pendant ce temps, les voix des leaders maoris en Nouvelle-Zélande se firent plus fortes. Le masque, disait-il, n'était pas une œuvre d'art. C'était un objet ancestral imprégné de mana, d'autorité spirituelle. Sa présence dans un pays étranger, sans cérémonie ni consentement, violait les principes fondamentaux de la loi maori. En 2010, des représentants de plusieurs iwi, tribus, déposèrent une demande formelle de rapatriement, invoquant non seulement des raisons culturelles, mais aussi des rapports d'agitation spirituelle. Le British Museum prit acte de la demande, mais refusa de restituer l'artefact en citant les protocoles de propriété et le droit international. Face à l'agitation interne et au contrôle public, les responsables du musée choisirent un compromis. Le masque fut transféré dans un boîtier en bois spécialement conçu, tapissé de lin et placé dans une pièce climatisée inaccessible à la plupart des employés. Il ne sera plus exposé. Aucun commentaire officiel ne fut fait sur les décès ou maladies présumées, et le musée retira discrètement les références à l'objet de son guide du visiteur. En dehors de l'institution, cependant, l'histoire se propagea. Des chercheurs en parapsychologie inscrivirent le masque sur les listes de artefacts coloniaux maudits. Des guides spirituels maoris avertirent que de tels objets portent non seulement une présence physique, mais aussi une conscience ancestrale. Un tohunga respecté, ancien spirituel, fut cité dans le New Zealand Herald disant « Si vous volez la voix des morts, ils ne resteront pas silencieux ». Le British Museum a refusé toutes les demandes d'entretien ultérieures concernant le masque. Son emplacement exact n'est plus connu que de quelques-uns, et il reste non catalogué dans la base de données publique. Pourtant, les rumeurs persistent, que sa vitrine est parfois retrouvée entr'ouverte, que les gardiens ont refusé d'entrer seuls dans l'aile de stockage, qu'un stagiaire a démissionné après avoir entendu des chants dans un couloir vide. Si les malédictions ne sont que des métaphores de la culpabilité, alors ce masque en dit long. Et si elles sont un peu plus que cela, alors les morts n'ont peut-être pas fini de parler. Top 7. Le miroir de temple japonais. Le miroir de temple japonais. En 1998, un collectionneur de Tokyo acquit un miroir en bronze, provenant d'un temple shinto en décomposition à Kyoto,
qui était voué à la démolition. Le miroir, de près de 30 cm de diamètre, avec une face polie et un dos gravé, portait l'image d'Amaterasu, la déesse du soleil Shinto, et aurait appartenu autrefois à un prêtre de sanctuaire disparu dans des circonstances mystérieuses. Dans l'année suivant son retrait, 3 personnes étroitement liées au miroir devaient y mourir. Le collectionneur, un homme d'affaires de 53 ans intéressé par les reliques ésotériques, aurait ignoré l'avertissement du gardien du temple. On lui avait dit que le miroir n'avait jamais été destiné à refléter les vivants, mais seulement à rendre la lumière aux dieux. Néanmoins, l'objet fut emballé et transporté à Tokyo. Des semaines plus tard, l'homme s'effondra dans son appartement et mourut d'un anévrisme cérébral manifeste. Auparavant, aucun problème de santé n'était connu. Le miroir avait été placé sur le mur au-dessus de son bureau, face à une fenêtre. Peu après sa mort, le miroir passa à sa sœur cadette, qui demanda une expertise. Pendant l'évaluation, elle commença elle aussi à souffrir de vertiges et de visions floues. Des jours plus tard, elle fut retrouvée inconsciente chez elle et mourut plus tard de ce que les médecins décrivirent comme un événement cardiaque soudain. Le 3e décès survint des mois plus tard. L'antiquaire qui avait accepté de trouver un acheteur pour le miroir mourut dans une collision de véhicule alors qu'il transportait la pièce vers une exposition à Nagoya. Les enquêteurs établirent qu'il roulait en dessous de la limite de vitesse et que les conditions météorologiques étaient claires. Le miroir fut remis en stockage. Des rapports circulèrent dans la communauté fermée des experts en antiquité de Tokyo. Certains le décrivirent comme une porte solaire ou comme un objet imprégné de kami, les esprits divins de la croyance shinto. D'autres affirmèrent qu'il faisait partie d'un kagami, une triade rituelle composée d'un miroir, d'une épée et d'un joyau, 3 objets sacrés qui ne devraient jamais être séparés. Sans les autres, croyait-on, l'équilibre du miroir était rompu, sa résonance spirituelle corrompue. Aucun musée au Japon n'a accepté la pièce. Sa localisation actuelle est supposée mais non confirmée. Certains affirment qu'il a été de nouveau inhumé dans les montagnes de la préfecture de Nara sous la surveillance des anciens d'un sanctuaire. Des rites de purification spirituelle auraient été accomplis, bien qu'aucune documentation ne soit apparue. Les parapsychologues qui ont étudié le cas ont suggéré une réaction psychosomatique déclenchée par le folklore du miroir. Pourtant, les dossiers médicaux ne montrent aucune pathologie préexistante chez les 3 défunts. Plus inquiétant encore était le fait que chaque personne soit décédée dans les 33 jours suivant le contact physique avec le miroir. Un détail noté dans une entrée de journal, désormais retirée, d'un universitaire japonais qui étudiait les objets maudits. Les tentatives de photographier le miroir auraient échoué. Les appareils photo numériques montraient des distorsions ou des éblouissements, quel que soit l'éclairage. Un collectionneur qui tenta de scanner les gravures décrivit le fichier image résultant comme corrompu, même lorsqu'il était ouvert sur plusieurs appareils. Que ce soit une coïncidence technologique ou autre chose reste inconnu. Dans les croyances japonaises, les miroirs ne sont pas de simples outils de réflexion. Ils sont des portails, des symboles de vérité et des instruments sacrés du témoignage divin. Fixer un miroir rituel, surtout un miroir utilisé dans des rites oubliés, signifie risquer d'être vu par quelque chose qui n'est pas censé regarder en retour. Si ce miroir captait autrefois la lumière du soleil pour les dieux, il ne reflète peut-être plus aujourd'hui que la perte, et, quoi qu'il ait autrefois révélé, il a pris grand soin de le garder caché. Top 8. Le vase de Bassano. Le vase de Bassano. Au cours du XVe siècle, dans un village tranquille près de Naples, un vase en argent fut fabriqué comme cadeau de mariage pour une jeune mariée issue d'une famille noble italienne. Elle n'atteignit jamais l'autel. Selon les récits locaux, elle fut retrouvée morte dans sa chambre la veille de la cérémonie, serrant encore le vase entre ses mains.
La cause de sa mort ne fut jamais élucidée. Le vase, magnifique, mais désormais marqué par la tragédie, fut transmis à un parent. Lui aussi mourut peu après avoir reçu le vase. Ainsi commença la légende chuchotée du vase de Bassano, une relique qui apportait la mort à quiconque le possédait. Le vase était en argent massif, haut d'environ 25 cm, et finement gravé de motifs floraux et de serpents. Malgré sa valeur artistique, l'objet restait entouré de suspicions. Au cours des siècles suivants, la propriété du vase fut transférée discrètement, souvent après des décès soudains et inexpliqués. Les archives domaniales des XVIIe et XVIIIe siècles contiennent des références indirectes à un récipient d'argent de la douleur, décrit comme maudit et retiré de l'inventaire après chaque incident. Au XXe siècle, le vase de Bassano réapparut dans un cadre plus public. En 1988, il fut mis aux enchères en Italie avec une note manuscrite « Attention, ce vase apporte la mort ». L'avertissement fut ignoré. L'acheteur, un pharmacien local, mourut dans les 3 mois suivant l'acquisition. Sa famille, nullement impressionnée, le vendit à un chirurgien, qui mourut également peu après. Au moins 2 autres propriétaires, un archéologue et un antiquaire, succombèrent à un sort similaire en peu de temps. Aucun des décès n'était violent ou manifestement suspect, mais tous survinrent soudainement, et aucun n'était lié à une maladie préalable. Finalement, le vase devint invendable. Les maisons de vente refusèrent de le répertorier. Les musées déclinèrent l'offre de l'exposer. Le dernier propriétaire connu l'aurait jeté par la fenêtre de frustration, manquant de peu un policier en dessous. Interrogé sur le pourquoi de son geste, il aurait crié « Il n'apporte que la mort ». Il fut arrêté, mais aucune charge ne fut retenue. Le vase fut temporairement placé sous la garde des autorités locales, jusqu'à ce qu'il disparaisse des registres publics. Selon une légende locale, la police aurait remis l'artefact à l'Église catholique, où il fut enterré dans un lieu inconnu, enfermé dans une boîte doublée de plomb et déposé sous un monastère. L'Église n'a jamais confirmé cela. Certaines versions affirment que le vase a été jeté dans la mer Adriatique, d'autres qu'il reste caché dans un coffre-fort privé. Aucune photographie n'existe, et il ne figure plus dans aucune base de données officielle du patrimoine culturel italien. Les sceptiques soutiennent que les décès étaient fortuits et que le vase n'a jamais porté d'autre malédiction que celle de la superstition locale. Pourtant, la persistance du schéma, combinée au refus des institutions d'accepter l'artefact, maintient l'histoire vivante. Le terme « vase de Bassano » est devenu synonyme, dans le folklore italien, de malheur silencieux et inévitable. Si la beauté peut camoufler la menace, alors le vase de Bassano l'a fait à la perfection. Il fut conçu comme un cadeau de joie et d'unité, mais ne livra que silence, douleur et mort. Top 9. La statuette en terre. Cuite maudite, la statuette en terre cuite maudite. En 1996, lors d'une étude non officielle en bordure du mausolée du premier empereur Deqin Axian en Chine, une équipe d'archéologues sud-coréens découvrit une figurine en terre cuite qui différait de toutes celles cataloguées jusqu'alors. Contrairement aux soldats plus grands que nature de la célèbre armée de terre cuite, cette statue ne mesurait qu'environ 35 cm de haut, avec des traits faciaux exagérés, des membres anguleux et une posture crispée. Elle était enterrée à plusieurs mètres de la zone de fouille principale, dans un secteur considéré comme zone interdite. Dans l'année suivant son retrait, 3 membres de l'équipe devaient mourir, et la figurine fut discrètement retournée, sans cérémonie ni documentation. L'équipe, dirigée par le professeur Lee Sang-woo de l'université de Hanyang, avait reçu un accès limité à la périphérie du complexe funéraire impérial. Lors d'un balayage par radar à pénétration de sol, ils localisèrent une cavité anormale et mirent au jour la figurine.
Contrairement au statut typique de la dynastie Qin, cet objet était composé d'un mélange d'argile plus sombre et présentait des signes d'exposition à une chaleur intense. L'intérieur de la figurine creuse contenait ce qui ressemblait à de la soie brûlée et les restes d'une substance poudreuse rouge, identifiée plus tard comme du cinabre, du sulfure de mercure, un composé associé au rituel d'immortalité. Peu après la découverte, des incidents étranges commencèrent. Un assistant fit une crise convulsive sur place et développa plus tard un trouble neurologique agressif. Un second chercheur mourut dans un accident de la route dans des circonstances inhabituelles. Sa voiture quitta la chaussée sur une route droite sans aucune trace de freinage. La victime la plus éminente, le professeur Lee lui-même, mourut d'une hémorragie cérébrale 3 mois après le transport de la figurine en Corée. Les dossiers médicaux confirmèrent qu'il n'avait aucune pathologie préexistante. Des mémos internes de l'université firent référence à des préoccupations superstitieuses parmi le personnel et à des violations de la sensibilité culturelle. Les autorités chinoises ne furent pas officiellement informées de la trouvaille. L'artefact avait été sorti clandestinement avec l'intention d'une exposition privée ultérieure. Mais la multiplication des décès força un revirement. Selon une lettre secrète rendue publique des années plus tard, la figurine fut rendue de nuit par un intermédiaire à un monastère bouddhiste, près du Huashan. Elle n'a jamais été revue publiquement depuis. Les spéculations sur le but de la figurine varient. Certains pensent qu'elle était un leurre rituel, destiné à absorber l'énergie spirituelle des pilleurs de tombes ou des intrus. D'autres suggèrent qu'elle était utilisée dans des rituels de malédiction avant l'inhumation, délibérément placée à l'extérieur de la tombe pour dissuader les curieux. Ses traits déformés et sa cavité scellée ont donné naissance à une autre théorie, qu'elle servait de réceptacle contraignant pour emprisonner un esprit ou hun évincé du royaume de l'empereur. Les tentatives de photographier ou de scanner la figurine avant son retour échouèrent à plusieurs reprises. La seule image connue, un polaroid flou pris le jour de son excavation, montre l'ombre de la statue plus distinctement que sa surface. Aucun scan 3D ni travail académique n'a été publié. L'université a supprimé toutes les archives publiques de l'expédition, et les membres du groupe de recherche ont refusé les entretiens. Dans la tradition funéraire chinoise, les objets placés au-delà du seuil d'une tombe assumaient souvent des rôles protecteurs ou punitifs. Dans ce cas, l'objet pourrait avoir été un gardien silencieux, attendant des siècles avant d'être perturbé. Et une fois éveillé, il s'assura de ne plus jamais être dérangé. Si quelque chose d'ancien était scellé dans cette figurine, cela n'a pas pardonné l'exhumation. Cela a averti. Puis, cela a disparu. Top 10. Le masque de feu africain. Le masque de feu africain. En 2003, un masque de bois finement sculpté provenant d'Afrique de l'Ouest apparut lors d'une vente de succession privée à Londres. Présumé provenir du peuple Yoruba du Nigeria, le masque portait des symboles associés à l'invocation des ancêtres et à la protection spirituelle. Haut d'environ 40 cm, il présentait un bois noirci et carbonisé, des franges en poil de chèvre et des traces de peinture ocre rouge sur les sourcils et les lèvres. Il aurait été stocké pendant des décennies, jusqu'à ce que quelqu'un l'accroche à un mur. Ce qui suivit fut un schéma si violent et spécifique qu'il éveilla les soupçons. 3 incendies domestiques dans 3 pays, tous liés au même objet. Le masque fut d'abord acheté par un marchand d'art spécialisé dans les artefacts tribaux. Dans les 2 semaines suivant l'installation dans sa galerie, un incendie se déclara pendant la nuit, détruisant une partie du 2e étage. Les enquêteurs ne purent en déterminer la cause. Un défaut de câblage fut suspecté, mais aucun problème électrique ne fut trouvé. Chose remarquable, le masque survécut à l'incendie, carbonisé mais intact, et fut finalement vendu à un collectionneur privé à Sydney, en Australie. Moins d'1 an plus tard, la maison de Sydney prit feu,
pendant que les propriétaires étaient en vacances. Les voisins rapportèrent avoir entendu une série de claquements avant que les flammes ne jaillissent. Les pompiers trouvèrent le salon totalement détruit. Le masque fut de nouveau récupéré, cette fois avec une large fissure verticale en son milieu. Les experts en assurance marquèrent le dossier en raison d'incohérences, mais l'origine du feu ne fut jamais identifiée. Le collectionneur, terrifié, vendit le masque anonymement via une plateforme en ligne. Son troisième et dernier emplacement connu fut à Toronto, où il fut acheté par une jeune professeure d'anthropologie spécialisée dans les objets rituels africains. Elle exposa le masque dans son bureau. 6 mois plus tard, en plein hiver, un incendie se déclara précisément dans cette pièce. Les enquêteurs l'attribuèrent à un radiateur soufflant défectueux, mais les collègues de la professeure contestèrent cette version. Elle n'utilisait apparemment aucun appareil de chauffage portatif. Le feu détruisit la moitié de sa maison et le masque fut de nouveau tiré des cendres. Cette fois, roussi à la base, mais structurellement intact. Les rapports sur ces incidents commencèrent à circuler dans les communautés de collectionneurs en ligne. On pensait que le masque était lié au rituel Egungun, des cérémonies en l'honneur des esprits des ancêtres. Dans certaines traditions, les masques utilisés dans de tels rites sont considérés comme des vaisseaux vivants qui ne doivent pas être exposés de manière désinvolte ou hors de leur contexte culturel. Les perturber ou les éloigner de leur terre sacrée devrait provoquer une réaction spirituelle. Que cette réaction soit métaphorique ou littérale devint une question de grave préoccupation. Le masque fut finalement acquis par un collectionneur privé britannique qui avait entendu parler des incendies et entendait infirmer les rumeurs. Il le stocka dans un boîtier climatisé et renforcé dans sa chambre forte au sous-sol, installant des détecteurs de mouvement et des capteurs de température autour de lui. Le masque ne s'est depuis ni déplacé, ni n'a rien enflammé. Mais le collectionneur refuserait, dit-on, d'entrer seul dans la chambre forte. Aucune institution n'a manifesté d'intérêt pour l'acquisition de l'objet. Les musées consultés ont été prudents, invoquant des préoccupations culturelles et éthiques concernant l'exposition d'artefacts rituels sans le consentement de la communauté. Un érudit ouest-africain, à qui l'on a montré des photographies du masque, a refusé tout commentaire. Il a simplement dit « Ce masque n'a jamais été destiné à traverser les océans ». À ce jour, le masque de feu africain existe dans une sorte de vide, caché, étudié, mais jamais tout à fait compris. Que les incendies aient été de pure coïncidence ou un retour de flamme spirituelle, le schéma laissé est gravé dans 3 vies et 3 maisons distinctes sur des continents différents. Si le feu est une force purificatrice, peut-être que quelque chose d'ancien tentait de purifier les lieux où il avait été banni. Ou peut-être tentait-il simplement de rentrer chez lui, en brûlant tout sur son passage. Conclusion. Ces 10 artefacts, dispersés à travers les continents et les siècles, révèlent un schéma trop constant pour être ignoré. Ils ne sont pas seulement des reliques, ils sont les échos de forces non résolues, chacun laissant une signature écrite non pas à l'encre ou par des inscriptions, mais dans la souffrance. Des musées aux maisons privées, des salles de vente aux coffres-forts interdits, ces objets ont parcouru de longues distances, emportant avec eux bien plus que de l'histoire. Ce qu'ils révèlent n'est pas une série aléatoire de malheurs, mais une structure cohérente de désorganisation. Chaque objet semble inoffensif en surface, pierre, bois, argent, peinture, mais déclenche une cascade de mésaventures dès qu'il est touché, perturbé ou retiré de son contexte originel. Et invariablement, ceux qui entrent en contact avec eux signalent des schémas similaires. Maladies inexpliquées, pertes, incendies, symptômes neurologiques, cauchemars saisissants. Ces effets ne sont pas seulement documentés dans le folklore, mais aussi dans des rapports de police, des dossiers d'assurance, des protocoles de musée
et des notes académiques, dont beaucoup ont disparu depuis ou n'ont jamais été officiellement reconnus. La suppression n'est pas un hasard. Beaucoup de ces objets ont disparu des bases de données publiques, ont été retournés en silence ou cachés par des institutions trop prudentes pour admettre qu'ils n'ont jamais été en leur possession. Dans certains cas, le personnel du musée a refusé de les exposer ou même de les toucher. D'autres ont été enterrés sous des contraintes bureaucratiques et renvoyés sur une terre consacrée sans communiqué de presse ni plaque commémorative. Le résultat est un étrange paradoxe. Les artefacts les plus dangereux sont souvent les moins étudiés. Leur danger semble résider non pas dans leurs matériaux, mais dans ce qu'ils menacent de révéler. La perte potentielle est incalculable. Chaque objet pourrait, s'il était correctement compris, ouvrir de nouvelles voies en anthropologie, en recherche sur la conscience, en science des matériaux et dans la relation entre croyance et réalité. Quelles propriétés permettent à une statue de pivoter sur elle-même dans une vitrine scellée? Quel type de champ lie, s'il existe, un fragment de roche à des malheurs sur des continents lointains? Pourquoi des schémas de dommages se répètent-ils dans des cas totalement différents, séparés géographiquement et culturellement? Ce sont des questions qui restent délibérément sans réponse. Et la menace persiste. Même alors que nous numérisons les connaissances et scannons les textes anciens, les phénomènes véritablement perturbateurs sont toujours enfermés dans des caisses, des tiroirs et des chambres fortes climatisées. Non pas parce que les outils nous manquent là pour les étudier, mais parce que quelqu'un, quelque part, a décidé que leur contenu est trop dangereux pour être porté à la connaissance du public. Chaque conservateur qui déplace un objet maudit, chaque collectionneur qui scelle un objet dans du plomb, fait partie d'un réseau silencieux de confinement. La vérité la plus terrifiante n'est peut-être pas que ces artefacts soient maudits, mais qu'ils agissent comme des instruments de mémoire, refusant d'être oubliés. Ils résistent à la traduction, résistent à l'analyse et punissent ceux qui les traitent comme de simples décorations. Ils ne chuchotent pas, ils attendent, et ainsi, la question n'est plus de savoir si les malédictions sont réelles. Elle est « Pourquoi nous suivent-elles toujours jusque chez nous ?» Si ces récits de reliques maudites ont changé votre regard sur l'histoire qui nous entoure, abonnez-vous à notre chaîne et donnez-nous un like. Nous mettons en lumière les mystères qu'ils ont tenté d'enterrer. Aidez-nous à semer les graines du futur. Le prochain coffre au trésor sera bientôt ouvert.